Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture avec 5 titres, encore une fois, assez différents. On démarre tout de suite avec Snowblind de Christopher Golden. C'est publié chez Brajlon dans leur collection Terreur. Ici, on va être en hiver dans la ville de Coventry. Dans cette ville va arriver une terrible tempête de neige. Presque la tempête du siècle, vraiment quelque chose d'horrible. Et pendant cette nuit de tempête de neige, il va arriver plusieurs drames. Un certain nombre de personnes vont disparaître ou vont mourir. Quand l'histoire débute, on va donc nous raconter cette tempête de neige et on va également, après cette tempête de neige, se retrouver 12 ans plus tard où on annonce une nouvelle tempête de neige qui s'annonce aussi énorme que la tempête de neige de 12 ans précédemment. Alors moi, quand j'ai lu ce titre, clairement, dans la collection Terreur, je voulais avoir peur. En fait, clairement, j'ai pas eu du tout peur. Hein. J'ai vraiment pas eu peur. J'ai retrouvé dans ce texte plutôt une ambiance un peu à la Stephen King, avec une ambiance très oppressante. Beaucoup de personnages, vraiment une belle galerie de personnages pour lesquels finalement on s'attache assez vite, un peu à la manière du King, hein, clairement. Alors quand je dis que j'ai pas eu peur, c'est pas tout à fait vrai. Le début de l'histoire est vraiment très angoissant, très oppressant. Il y a quelques drames qui ne sont pas forcément expliqués, et c'est vrai que cette première partie-là, je me suis dit oula, là vraiment on est bien, ça va vraiment être top. Et puis finalement, une fois cette première partie passée, quand on arrive dans les 12 ans plus tard, ça retombe un peu. On suit les personnages dans leur vie quotidienne, on va dire, dans ce qui s'est passé après la première tempête de neige. Hein, comment ont-ils évolué, comment ont-ils réagi aux événements de la première tempête, bref. On les suit, et puis à nouveau sur la fin, on a un espèce de grand final, on va dire, où on retrouve pas mal de personnages. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas forcément retrouvé cette ambiance vraiment angoissante et oppressante du début dans le reste du texte. Donc voilà, c'est resté une bonne lecture. Voilà, c'est assez, c'est bien écrit, ça se lit bien, ça passe tout seul, c'est distrayant. Mais c'est vrai que bon voilà, si vous voulez, à mon sens, hein, si vous voulez de la terreur, c'est pas dans ce texte-là. Hein, voilà, il y a une petite ambiance, un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu creepy, mais ça reste, en tout cas à mon goût, un petit peu trop gentillet, on va dire, pour vraiment que je puisse avoir peur. Mais voilà, c'était sympa, j'ai passé un très bon moment. Et puis voilà, pour les amateurs de Stephen King, je pense que ça peut être une bonne alternative. Voilà, il y a vraiment un petit côté comme ça, un petit côté du King qui est plutôt sympa et qui est plutôt bien fait. Donc voilà, petite lecture sympathique, distrayante en tout cas, qui m'a fait passer un très bon moment. Une autre lecture, et là on va partir un peu dans autre chose, on va partir dans Au cœur du silence de Graham Joyce, c'est cette fois-ci chez Folio SF. On est toujours en plein hiver, on est dans les Pyrénées, voilà, avec un couple qui va être pris dès le début de l'histoire dans une avalanche. Voilà, ils vont réussir à sortir de cette avalanche, et quand ils vont redescendre dans leur village, d'ailleurs je me demande s'ils ne sont pas à... Non, j'allais dire une bêtise, Chamonix, mais Chamonix c'est pas du tout dans les Pyrénées, je raconte n'importe quoi. Quand ils redescendent dans leur village, eh bien ils se rendent compte, alors pas forcément tout de suite, mais en tout cas assez rapidement, qu'ils sont seuls. Ils sont tous les deux tout seuls dans ce village, il n'y a plus personne, les habitants ont tous disparu. Et quand ils essaient de partir du village, quel que soit le chemin qu'ils prennent, ils reviennent toujours au village. Alors, j'ai passé un bon moment avec ce texte. Par contre, j'ai quelques bémols. Je trouve que, en tout cas sur le début, on a une idée que je trouve super intéressante. On a une ambiance très inquiétante, très oppressante, un peu angoissante au début. Et puis quand vous comprenez, parce que finalement vous comprenez assez vite là où l'auteur veut vous emmener, malheureusement je trouve qu'à ce moment-là, ça traîne un petit peu en longueur, il se passe souvent la même chose. Donc bon, ça
c'est un peu dommage. Le couple que l'on suit, je l'ai trouvé, je sais pas, je me suis pas forcément attachée à leur couple que j'ai trouvé un petit peu étrange. Je dirais pas mal assorti, mais ouais, je sais pas, un petit peu curieux, je sais pas. En plus, on a par moment un langage qui tourne un peu dans la vulgarité et du coup ça tombe un peu comme un cheval, n'importe quoi, un cheveu sur la soupe, c'est mieux. Ça tombe plutôt comme un cheveu sur la soupe. Euh, je sais pas, des termes vulgaires qui, quand ils arrivaient dans le texte, me sautaient au visage et je me disais, mais quoi? Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce mot? Ça n'a absolument aucun rapport avec le reste du texte. Pourquoi c'est là? Je me demande même s'il n'y a pas une ou deux scènes de sexe que j'ai trouvées très étranges. Enfin, très étranges dans le sens où, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là, cette scène? Je ne comprends pas. J'allais dire, une fois que vous avez compris là où vous allez, bon, la fin, elle est pas, je suis désolée, elle est pas dingue non plus, hein. Donc, je sais pas, voilà, j'ai apprécié de suivre ce couple, de découvrir leur histoire, puisque bien évidemment, ils vont être tout seuls dans ce village, donc ils vont beaucoup échanger, et nous-mêmes, on va beaucoup apprendre de leur passé, mais oui, je sais pas. Finalement, est-ce que il a voulu nous raconter une histoire d'amour? Mais je sais pas. Moi, j'ai pas eu la sensation que c'était forcément une belle histoire d'amour. Voilà, en tout cas sur le couple, j'étais un petit peu, ouais, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient mal assortis en fait. Donc bon, voilà. Et puis on les sent pas non plus forcément hyper attachés l'un à l'autre. Enfin, l'auteur veut nous faire croire que oui, mais moi en tout cas en tant que lectrice, je n'ai pas ressenti l'attachement de ces deux personnages l'un pour l'autre. Et du coup, ouais, du coup je suis restée un peu sceptique par rapport en tout cas à ces deux personnages. L'idée en elle-même, elle était éminemment intéressante. Mais voilà, je suis restée un petit peu plus mitigée sur le couple. Voilà, n'hésitez pas à le découvrir si vous tombez dessus. Enfin, si vous aimez aussi les huis clos, c'est un peu mon cas aussi, j'aime beaucoup ça. Là, pour le coup, on est complètement dans le huis clos et dans l'ambiance hivernale. Il neige, il fait froid. Là, on est clairement en plein dans l'hiver. Donc, voilà. Troisième titre, nouveau, tout autre chose, mais vous êtes habitués, je pense. C'est Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. C'est publié chez Gallimard dans leur collection Poche Pôle Fiction. Alors, ce titre était dans ma pile à lire depuis bien longtemps et je pense que c'est principalement à cause de cette couverture que je trouve vilaine au possible. J'ai beaucoup aimé Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, beaucoup. Je pense que si je l'avais lu adolescente, ça aurait été un coup de cœur. Franchement, je pense que ça aurait été un coup de cœur. De toute façon, celui-ci et les deux livres qui vont suivre ont été vraiment de très bonnes lectures. Ici, on va être clairement dans un univers dystopique. Et dès le début de l'histoire, on va suivre 4 adolescents qui se rencontrent. Dans cet univers, les garçons et les filles, en tout cas certains garçons et certaines filles sont enfermés dans des orphelinats, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, où on les éduque en fait d'une certaine manière. Ces enfants ces jeunes adultes plutôt, puisque je crois qu'ils ont autour de 16 ans, quelque chose comme ça, vont s'échapper respectivement les garçons et les filles de leur orphelinat et par tout un concours de circonstances, ils vont se retrouver mêlés à une espèce de résistance pour renverser le pouvoir en place. Donc on est clairement dans une dystopie qui est très bien faite, qui je trouve aborde des thématiques vraiment intéressantes également. On parle du passage à l'âge adulte, on parle de l'importance de la jeunesse, la rébellion, la colère, les thématiques classiques de la dystopie hein, ou des dictatures également. Donc vraiment c'était bien fait, c'était bien construit, c'était logique et cohérent. Après, voilà, en tant qu'adulte, forcément mon regard il est un petit peu différent puisque j'y ai vu des facilités, mais ça reste un roman jeunesse. Je suis toujours un petit peu épatée par cette capacité qu'ont des enfants, enfin des ados, je ne peux pas dire des enfants, mais des jeunes adultes on va dire, de 16, 17, voire 18 ans à renverser la société sans jamais aucune aide des adultes. Je suis toujours assez impressionnée de ça. Finalement, à un moment, on se retrouve avec un personnage qui doit avoir 17 ou 18 ans
et qui va se mettre presque à faire un discours en fait devant une foule, et il va réussir à leur insuffler une confiance incroyable. Je ne suis pas certaine que si un jeune de 18 ans faisait un discours comme ça dans la vraie vie devant une foule, ça serait aussi efficace, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On ne sait jamais après tout, la force de la jeunesse, la fougue de la jeunesse. Voilà, en dehors de ces petites facilités, franchement, si vous aimez les univers dystopiques et puis voilà, vraiment les romans jeunesse, young adulte, peut-être young adulte quand même un peu plus que jeunesse, parce que finalement, il y a quand même un petit côté un petit peu sombre, un petit peu dur, parce que Jean-Claude Morleva nous réinvente un petit peu les combats des gladiateurs, hein, d'où le titre Le combat d'hiver. Hein. Et même si j'ai eu un petit peu de mal à voir le lien entre ces combats de gladiateurs et de l'autre côté les combats que vont mener certains adolescents, cette partie avec les gladiateurs était très, très agréable aussi, assez inattendue, j'avoue que je pensais pas trouver ça dans ce titre, mais du coup amène une petite touche de noirceur qui était aussi intéressante et qui moi m'a beaucoup plu. Voilà, moi je vous le recommande si vous connaissez pas ce titre, tout en ayant à l'esprit que ça reste un titre jeune adulte, vraiment. Lisez-le, vraiment, c'est bien écrit. En plus c'est très bien écrit, clairement. Et ça a été vraiment aussi une chouette surprise. Il était depuis longtemps dans ma palle et c'est bien dommage. Franchement, c'est le genre de titre, quand vous les lisez, vous vous dites, mais en fait, t'aurais dû le sortir depuis bien longtemps. J'ai vraiment passé un très bon moment et franchement, je vous le recommande si vous aimez la dystopie, le jeune adulte. Voilà, gardez à l'esprit que ça reste quand même, il y a quelques défauts, quelques facilités, mais c'est assez logique. Tout autre chose à nouveau, décidément, c'est le point lecture du grand écart. Je vais vous parler maintenant de Un hiver long et rude de Mary Lawson. C'est publié chez 10-18. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, vraiment, vraiment adoré, adoré, adoré. Ici, on va suivre une famille qui s'appelle les Cartwright. Dans cette famille, on a Megan, j'avais deux prénoms et j'ai eu un doute. Megan, qui est donc la fille aînée de la famille, décide de partir. Voilà. Elle a beaucoup participé à aider sa mère quand sa mère a eu ses différents enfants. Elle a combien de frères et sœurs? Elle a un frère aîné, non, deux frères aînés, et c'est ça. Elle a deux frères aînés et elle a 4 frères plus petits qu'elle. C'est ça. 4, ça doit être ça. 4 frères plus petits qu'elle. Et elle a du coup beaucoup participé à aider sa mère, hein, puisque sa mère... alors on ne sait pas trop ce qu'elle a au début de l'histoire. On a l'impression qu'elle a un espèce de beaucoup de mal. Elle s'occupe énormément de ses enfants quand ils naissent, quand ils sont vraiment tout petits. Et puis après, comme si un enfant chassait l'autre, dès qu'elle retombe enceinte, elle oublie ses autres enfants et ne s'intéresse plus qu'aux nourrissons qu'elle vient d'avoir. Donc c'est Megan qui a quasiment fait jouer le rôle de mère pendant toute sa vie, quasiment. Au détriment d'elle-même, elle s'est oubliée. Et elle décide un jour, ça suffit, je m'en vais. Elle part en Angleterre. Et on va suivre Megan en Angleterre. On va suivre le frère aîné de Megan, Tom, et on va suivre également le père de la famille, Edward. Ces 3 personnages vont nous raconter leur histoire avec 2 temporalités. Alors je vais vérifier les années parce que du coup j'ai un doute. Donc on est en 1967 et on est en 66 et 69. Voilà, on va alterner principalement entre 66 et 69. Et donc on va découvrir l'histoire de cette famille avec ces 3 personnages et ces 2 temporalités. Moi déjà j'aime beaucoup quand on a comme ça cette alternance de temps, puisque je trouve que ça maintient un suspense de dingue. En tout cas chez moi c'est l'effet que ça me fait. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi on a ça maintenant et que s'est-il passé avant. Ça, avec moi ça marche quasiment à tous les coups, c'est superbe. On a un petit peu une ambiance un petit peu secret de famille.
Meghan part à Londres, qu'est-ce qu'elle va y faire, comment elle va évoluer. Voilà, elle s'émancipe, c'est un des sujets qu'on va traiter avec elle. Avec Tom, le frère aîné qui a vécu un drame, on va travailler sur un peu une autre thématique, comment il va évoluer, comment il va grandir de ça. Et puis le père de famille qui finalement au départ m'était clairement antipathique, j'avais envie de le secouer, j'avais envie de lui dire mais occupe-toi de ta famille, franchement... c'est pas à Meghan, c'est pas à Tom de gérer tout ça, c'est à toi, c'est toi le père de famille. Et puis finalement, on avance dans l'histoire et même si je l'ai jamais trouvé hyper sympathique, on le comprend davantage et on analyse bien mieux ses réactions et comment il a pu finalement être complètement dépassé dans cette famille. J'ai beaucoup aimé, voilà. Alors, si vous aimez les histoires de famille, si vous aimez... alors il n'y a pas vraiment de secret dans cette famille parce que finalement leur problème principal restera le manque de communication, voilà, comme malheureusement ça reste le cas trop souvent. Mais voilà, alors si vous n'aimez pas du tout les histoires comme ça, où finalement on va juste les suivre, voilà, pendant une période de leur vie, ça vous plaira pas. Clairement, ça vous plaira pas. N'attendez pas de grands événements. Il n'y aura pas d'énormes twists, des choses qui vont vous faire tomber de votre chaise. Non, on va suivre cette famille, son évolution sur ces années, et ça s'arrêtera là. En fait, on a une espèce de morceau de leur vie sur ces 2-3 ans. Mais ces 3 ans, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les suivre. Je me suis vraiment attachée à eux. Enfin, j'ai eu un petit coup au cœur quand il a fallu que je les quitte à la fin. Et franchement, c'était à nouveau une très jolie histoire. Très belle leçon de vie peut-être aussi par moment. Et franchement, si vous aimez voilà, ce genre d'histoire-là, allez-y. Moi, je trouve que c'est très réussi. Ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est... Voilà, j'ai pas relevé de phrases qui m'ont mis des coups dans la tête et qui m'ont vraiment bouleversée. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment et moi je vous le recommande. Voilà, avec grand plaisir. Et le dernier titre dont je vais vous parler a été vraiment une excellente surprise. Mais vraiment. Il s'agit de Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry. C'est publié au livre de poche Jeunesse. Quand j'ai acheté ce titre, je m'attendais, parce que c'est effectivement le cas, une biographie de l'histoire de Marie et Bronia. Donc c'est Marie, je vais essayer de retrouver le nom de famille. Alors c'est un nom un petit peu compliqué pour moi. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais retrouver le nom de... Ah non, c'est pas ça. Tac, là j'ai le nom des parents. J'aimerais bien retrouver le nom. Même si vous vous doutez de qui il s'agit, je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave. Donc on va suivre Marie et Bronia, qui sont les deux sœurs. Marie va devenir Marie Curie. Donc on va les suivre de leur naissance, même un petit peu avant, avec leurs parents, donc en 1860, j'ai noté l'année pour ne pas l'oublier, c'est pour ça que je regardais en bas, jusqu'à l'année 1905. Donc voilà, on va les suivre pendant toute cette période de leur vie, de leur enfance, pas jusqu'à leur mort, mais je crois quasiment jusqu'au prix Nobel de Marie Curie, même un petit peu après. J'ai adoré, je n'imaginais pas un seul instant la vie qu'a eu Marie Curie. Je vais l'appeler Marie Curie, ça sera plus simple. Franchement, j'étais à des années-lumière d'imaginer tout ce qu'avait vécu cette femme et sa sœur. Donc voilà, puisque finalement, si Marie a réussi à devenir une aussi grande chimiste, physicienne, chimiste, si je dis des bêtises, soyez indulgents, dites-le moi en commentaire, je ne sais plus. Mais grâce à un pacte qu'elle a fait avec sa sœur, parce qu'en fait dans la famille dans laquelle ils ont grandi, le savoir était important. Leur père était finalement féministe avant l'heure, en tout cas il trouvait ça injuste que les femmes ne puissent pas faire des études, ce qui était le cas à Varsovie. Au fin 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas faire d'études. Les femmes, elles devaient être à la maison et s'occuper des enfants. Et le père donc de Marie et de Bronia trouvait ça complètement injuste et incohérent en disant ben oui mais vous avez autant le droit de faire des études que les hommes, c'est incohérent. Donc il a éduqué ses filles
en leur disant le savoir et la connaissance vous protégeront et vous permettront d'évoluer et de grandir dans ce monde. Et pour l'époque, mais c'était tellement avant-gardiste et je n'imaginais pas un seul instant que... Alors honnêtement, avec le recul, je me dis mais qu'est-ce que tu imaginais de Marie Curie? Mais en fait, pas grand-chose. Je pensais basiquement, en plus moi qu'elle était française, pas du tout. Polonaise, c'était sous dominance soviétique. Et la Pologne est restée importante dans son cœur toute sa vie, hein, on le voit dans l'histoire. Le lien qu'elle a avec sa sœur, il est formidable. Toutes les histoires par lesquelles elle est passée, tous ses doutes, parfois la chance leur a souri. Enfin, j'ai adoré la manière dont Natacha Henry nous raconte l'histoire de Marie Curie. Si vous avez envie de lire une biographie accessible, franchement, allez-y, c'est tout sauf chiant, vraiment. Alors c'est bien écrit, ça reste jeunesse, donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles elle ne s'appesantit pas. Il y a des périodes de la vie de Marie Curie finalement où ça va assez vite, voilà. En un paragraphe, elle est à tel moment, et puis après finalement on est directement à la fin de ses études, donc voilà, il y a des choses qui vont assez vite, mais c'était malgré tout super intéressant. On va également découvrir les hommes qui ont été importants dans la vie de Marie Curie, mais également de Brogna, puisque le titre est vraiment... on se rend compte vraiment de l'importance qu'elles ont eu l'une pour l'autre. Donc Marie Curie a donc été prix Nobel, et sa sœur, Brogna, a été une des premières gynécologues femmes. Et je trouvais ça absolument formidable. Vraiment, vraiment formidable. La rencontre avec Pierre Curie aussi, elle est... très 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 jolie, en tout cas très bien racontée. Enfin, franchement, vous comprenez que j'ai adoré ce texte. Et franchement, ça partait pas gagnant avec moi. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu l'impression, je me disais, ça va être une biographie, ça va être chiant, je vais m'ennuyer. Pourquoi t'as acheté ça? Franchement, qu'est-ce qui t'a pris? Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas du tout de l'avoir lu, je regrette pas de vous en parler maintenant. Franchement, allez-y, vraiment, vous allez... Alors, à moins que vous connaissiez déjà très très bien l'histoire... de Marie Curie, franchement là dans ce cas-là probablement vous n'apprendrez rien, en tout cas moi j'ai appris plein de choses, c'était top, c'était vraiment vraiment top. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait une telle dimension féministe dans ce texte, et j'ai adoré, voilà, vous comprenez à mon enthousiasme sur ce texte que vraiment je l'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas, si vous tombez dessus en librairie, à vous le procurer, je pense que vous le regretterez pas. En plus, à la fin du texte, on a, puisqu'on ne va pas suivre Marie et Brogna jusqu'à leur mort, on a un petit deux pages, en gros, sur ce qui se passe après, donc la fin de notre roman, que deviennent les personnages principaux de cette histoire. Et voilà, et c'était top, et je regrette pas de l'avoir lu. Et si vous l'avez pas encore compris, je vous le recommande, voilà, c'était une excellente lecture. Peut-être même un petit coup de cœur, peut-être même qui sera dans mes meilleures lectures de l'année. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez que moi je n'attribue que très très rarement les coups de cœur sur l'instant, c'est vraiment au fur et à mesure du temps que je me dis ah si, c'en était un, et je me demande si celui-là il sera pas dans cette liste. En tout cas, excellente lecture, allez-y. Voilà, ce point lecture est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu certains des titres dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'ils soient identiques aux miens ou pas du tout, hein, pas de souci par rapport à ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.